La représentation, que j'avais trouvée de Typhée ou Typhon, voilà, donc il touche le ciel, le bas de son corps est constitué de serpents, il a des centaines de dragons en guise de doigts, ses yeux crachent du feu, enfin voilà, on est sur, un truc qui fait peur. On a Alice, trentenaire, qui vit seule avec son fils de 9 ans, Lucas, sur, l'île de Corvent, au large de la Bretagne. Elle vit seule parce que son compagnon a mis les voiles, lorsque Lucas avait 2 ans. Il a mis les voiles, dès l'annonce du handicap du petit. Lucas est autiste et à partir de ce moment-là, Alice va gérer tout, seule. Heu, Son salaire, de vendeuse en prêt-à-porter dans une boutique parisienne couvre à peine, les dépenses, de base. Elle doit organiser le suivi du gamin, c'est très, très compliqué. Elle manque de temps, elle manque d'argent, elle s'isole. Voilà, son fils et son handicap, deviennent tout pour elle. C'est trop, elle souffle plus, elle n'en peut plus. Hem Et à force de voir son fils feuilleter, un ouvrage qu'elle lui a offert quelques mois avant, sur la Bretagne et sur Corvent, elle se dit: «Ben, il faut qu'on parte là-bas, il faut que Lucas découvre cette île de ses propres yeux, il faut que mon 13e mois serve à ça plutôt qu'à payer les factures, tant pis, on part». Donc ils partent une semaine en vacances là-bas et Alice, tombe sous le charme de l'île. Lucas semble s'apaiser là-bas, donc il lui faut peu de temps, pour, décider de s'y installer définitivement, de tout plaquer, de partir là-bas et Lucas a 4 ans quand ça arrive. Sur place, Alice rencontre Paul, donc Paul, c'est l'homme à tout faire de l'île, électricien, plombier, un peu tout et c'est un homme comme elle qui a fui son passé, un homme écorché et donc ils vont se rapprocher. Elle va se lier d'amitié avec Sandra, c'est l'unique enseignante, de l'île. Elle va très bien s'occuper de Lucas. Donc tout se passe, mieux pour Alice et pour Lucas. La vie s'adoucit, Alice se fait des amis, elle trouve un job de serveuse, avec des horaires flexibles adaptés à ceux de son boss, donc c'est mieux. Ça dure bien pendant 4 ans, jusqu'au changement de comportement de Lucas. Jusqu'aux dessins étranges qu'il dessine la nuit, jusqu'aux moments d'absence, jusqu'aux des moments de transe, hem, desquels vont jaillir des révélations. Lucas va livrer des secrets qui vont menacer Corvent, qui vont, ébranler la communauté et dans le même temps, on suit Frédéric. Frédéric a changé de vie lui aussi. C'était C'est pas non, moi. pas toi. Ben non. Ne venez pas Non, poursuivre Frédéric, surtout pas. J'aime bien quand il y a Frédéric dans les livres. J'avoue, c'est de c'est pas l'ego. Frédéric Ernotte, Non. c'est Frédéric Baudin. Frédéric Baudin était un cadre commercial qui vendait des quantités astronomiques de bouffe pour chat à des grosses, grosses enseignes, voilà, boulot stressant, tout le temps sur la route, voilà suite à son licenciement et à l'indemnité de départ qu'il a négociée, il décide de partir avec sa femme et ses 2 enfants à la campagne, dans le Morbihan, à Tozène. Et peu de temps après le déménagement, surviennent les premiers symptômes de ce qu'il pense être une bonne grosse tumeur cérébrale. Il est persuadé que ses jours sont comptés, il va mal. Sans en avertir son épouse, il passe des examens médicaux et il a beau fondre comme neige au soleil, ne plus dormir, dépérir, pas mal, il est en parfaite santé. Les résultats sont tout à fait normaux donc là, il se dit: «Mais pourquoi ce cauchemar identique chaque nuit? D'où proviennent ces chuchotements que je perçois sitôt que je franchis les grilles de ma propriété? Hem, Si c'est pas moi, est-ce que c'est pas la baraque?» Donc il va trouver de l'aide auprès d'une hypnothérapeute, Isabelle Schmitt, qui va, l'aider et qui va lui permettre de se rapprocher petit à petit de Lucas et de découvrir l'origine du mal et donc voilà, Lucas et Frédéric sont liés. Pourquoi? Comment? Faut lire le roman. Il faut lire le roman, hein. Mais oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Tiffé pour les gens qui connaissent pas du tout? Parce que ça peut être intéressant de savoir où on met les pieds Alors, aussi. Typhée, il y en a plusieurs représentations et c'est vrai que, celle que j'avais trouvée, évoquait parfaitement l'un des éléments de mon roman. Donc je voulais vraiment l'utiliser.
Typhée, c'est un monstre, c'est un titan, hein, et c'est le fils de Gaïa, déesse primordiale, la terre. Et le père, c'est Tartare. Alors Tartare, c'est la personnification de la plus grande prison des enfers. C'est le fils du chaos, enfin voilà. Ça, un bon mariage, On va quoi. pas l'inviter au barbecue, lui. Non, Non, voilà. pas Et sympa. Typhée, enfin, C'est pas comme non, les chroniques du polar qui, lui, est génial et adorable. voilà. Tartare, lui, est différent. Non, il est pas quelqu'un de bien, je crois. Mm. Et donc, la représentation que j'avais trouvée de Typhée, ou Typhon, voilà, donc il touche le ciel, le bas de son corps est constitué de serpents, il a des centaines de dragons en guise de doigts, ses yeux crachent du feu, enfin voilà, on est sur un truc qui fait peur. Pourquoi avoir choisi une petite île de Bretagne pour ton thriller? D'ailleurs, bien, mes informateurs, hein, tu es surveillé, me disent que tu es allé sur place cet été et que Oui, Corvent s'appelle en réalité autrement. oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Pourquoi avoir choisi cette petite île de Bretagne pour ton thriller? En fait, ça fait 3 ans que je vais sur cette île. Alors en réalité, elle s'appelle Edic. Et c'est parce que j'adore cette île que je me suis dit: «Je vais écrire», en fait, c'est vraiment le lieu qui a inspiré le roman. Et c'est une île magnifique, qui est minuscule. Elle est vraiment je me suis pas trop écartée de la réalité. Alors concernant l'aspect géographique et tout ça, elle est beaucoup plus calme. Mais voilà, 3 km², pas de voiture, c'est vraiment un endroit, c'est le seul endroit où j'arrive à me déconnecter à 100. Alors j'y vais 1 semaine chaque année. On y va en bateau et c'est merveilleux. Et donc oui, il y a effectivement un homme à tout faire de l'île. Mhm. Je l'ai pas inventé. Il y a effectivement, 2 gendarmes. D'ailleurs, j'ai vu Jean-Pierre et Bastien cet été. Ils s'appellent pas Jean-Pierre et Bastien. Je leur ai pas parlé du roman, j'ai pas osé. Mais ouais, tout ce qu'on trouve dans le roman existe. Et donc voilà, je la trouve très inspirante cette île. Alors la Bretagne même, hein, elle a un côté très mystérieux, la Bretagne, j'adore. On a compris que c'était pas Martine en Bretagne, ok. Mais Non. est-ce qu'on est sur de la science-fiction, sur du fantastique, sur du thriller Est-ce que toi tu as un Alors avis sur cette question-là? Est-ce que c'est important? alors thriller fantastique, clairement, il y a du fantastique dans mon roman, parapsychologique plus précisément. Après, tout se base pas sur cet aspect-là. L'intrigue et l'enquête sont basées sur des faits concrets. Mais voilà, Lucas, il perçoit des choses, il capte des choses que les autres ne captent pas. Voilà, donc on est sur du parapsychologique et du fantastique. Donc je dirais thriller fantastique, un peu de surnaturel. Est-ce que le paranormal est un sujet qui te questionne et t'intéresse? Beaucoup, énormément. Alors, déjà dans la lecture, moi j'aime beaucoup Stephen King, j'en ai lu beaucoup quand j'étais ado, donc je pense que ça joue. Et puis, dans mon premier roman, je parlais des expériences de mort imminente. Et puis voilà, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Et après, voilà, je crois en rien précisément, mais je crois en tout en même temps, quoi. Je me dis que sûrement il existe des choses qu'on n'est même pas capable d'imaginer, de concevoir. Et je me souviens que, alors je vais pas, parce qu'on va sortir les violons et tout, ça va être chiant, mais d'un médecin, à J'ai une l'époque où mon guitare. père était J'ai pas de violon. allez, vas-y! Non, non. Non, non, le monde n'est pas prêt. Non, mais un médecin, tu vois, pourtant les médecins aussi sont cartésiens, scientifiques, et c'est lui qui m'avait parlé de choses étranges qu'il avait vécues, tu vois? Voilà, je m'interroge beaucoup sur le sujet. Alors après, c'est peut-être la trouille, parce que j'ai la trouille de tout, donc la mort, bien, beaucoup, comme beaucoup de gens, hein. Donc j'espère aussi qu'il existe des choses, qu'on ne peut pas concevoir. Et les utiliser dans tes livres, c'est une évidence comme Bah, dans les 2 ingrédient. premiers, oui, mais voilà, le prochain, non. J'ai voulu, faire autre chose. C'est un Mmh. second roman et
quand on voit un petit peu, on se dit, tiens, on a ajouté un peu de rythme. C'est anxiogène hein, quand même. Si vous aimez ça, c'est un très bon livre pour ça aussi. Est-ce que tu avais cette volonté de noircir tes lignes et de t'ancrer davantage dans le thriller? On va résumer en Oui, mode noir, thriller. oui. Oui, parce que j'avais beau lire beaucoup de thrillers, quand j'ai commencé à écrire, c'est bizarre, hein, je savais pas trop ce que je voulais écrire finalement. Parce que, en fait, j'ai commencé à écrire sur le tard parce que j'ai pas trouvé le courage suffisamment tôt finalement et quand je me suis lancée, je me suis dit: «Il faut faire vite quoi, faut pas perdre de temps». Donc écrire un livre, ça prend tellement de temps. Si je me trompe de genre, si en fait je m'éclate pas, va falloir que je change après avoir écrit le premier. Donc en fait, le premier roman, c'est un peu un mélange de genres parce que je savais pas trop, j'arrivais pas à me fixer. Donc il y a un peu de romance, il y a un peu de surnaturel, il y a quand même une enquête. C'est quand même plus un thriller malgré tout. Il y a des sujets sociétaux un peu lourds, mais voilà, je me suis pas fixée, donc on peut difficilement le classer. Et après j'ai écrit une romance, mais qui restera, à jamais dans un tiroir. Je me suis rendu compte que c'était horrible, je n'aimais pas ça. Et donc voilà, là, je me suis dit: «Non, c'est vraiment le thriller, j'aime mais comme ce que je lis et ce que je regarde finalement. J'aime me poiler devant une très bonne comédie, mais niveau littérature, voilà, c'est vraiment le thriller et donc là, maintenant, j'ai envie de faire que ça, quoi». Comment est né Lucas dans ton esprit? Tu en parlais aussi dans le résumé du livre. Un garçon aux troubles autistiques. Est-ce que c'est une inspiration de quelqu'un, ou du réel, ou alors est-ce que c'est totalement fictif et que tu voulais un personnage comme celui-là? Il est né comment, Lucas? Alors, c'est vrai qu'avec mon travail, je suis professeure des écoles et on accueille, souvent des enfants autistes. Mais voilà, il correspond pas forcément à un élève que j'ai eu dans ma classe. Mais je m'en suis inspirée. Je pense que mon travail, fait que j'en rencontre, pas mal. Donc oui, ça vient de là, clairement. On demande si c'est facile de camper le personnage quand ce sont des enfants. Tu disais, tu es professeur des écoles, donc tu en côtoies. Est-ce que c'est facile quand on écrit des histoires, des livres, de se mettre dans la peau d'un plus petit personnage? Un grand personnage, mais un plus petit en taille. Alors j'aime bien le faire, mais je sais pas si c'est plus facile finalement parce que, il y a aussi, une enfant dans mon troisième roman, mais je l'ai envoyée à des bêta-lecteurs, à pas mal de bêta-lecteurs et il y avait quand même des choses à revoir là-dessus. Donc je pense que c'est pas pourtant j'en fréquente tous les jours depuis des années, c'est mon métier. Je sais pas si c'est si simple. Ça doit aider effectivement, mais on peut quand même se planter, quoi. Enseignante, il y a la famille Mmh. aussi. Quand trouves-tu le temps d'écrire et dans quelles conditions? Parce que le mix vie privée et écriture, plus vie professionnelle, ça Mmh. peut être quelque chose un peu rock'n'roll. Est-ce que tu as une recette? Il y a plein de gens qui veulent la recette. Alors, On sait jamais que ça puisse aider quelqu'un. bah, la recette, alors, j'ai 4 enfants effectivement maintenant, ils ont 20 ans, 18 ans, 15 ans et j'ai la petite dernière qui a 6 ans, mais ils sont quand même grands donc ils savent que leur maman a besoin de temps pour elle et ils se débrouillent, bien tout seuls. Même la petite, elle a bien compris que voilà, il y avait des temps pour moi et des temps pour elle. Et j'ai un super mari, Yann, si tu nous regardes, voilà. Il fait beaucoup plus de choses que moi et voilà, il a bien compris aussi qu'en écrivant, j'étais beaucoup plus épanouie, donc lui, à la limite, il me chasse, il me dit: «Allez, il est temps que tu ailles écrire». Mhm. Donc je m'enferme à clé dans ma chambre, donc le week-end, j'écris un peu plus et là, en ce moment, j'y arrive pas, c'est la rentrée, c'est pas forcément simple au boulot, donc là, je fais une petite pause, mais quand j'aurai la force de nouveau, je me lèverai tôt le matin, en plus. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé dans l'écriture du roman, c'est difficile, je trouve, de perdre les personnages toute une semaine et de les retrouver que le week-end. Donc voilà, après c'est organisation, mais c'est vrai que le moindre grain de sable peut tout, fiche en l'air, quoi, c'est compliqué. Mais bon, tu sais ce que c'est quand on aime ça, voilà, on fait tout pour Tu donc voilà. imaginais ça avant de te lancer? Je sais pas si tu as toujours voulu écrire ou si c'est plus récent que ça, mais tu imaginais ça? À quel point il fallait travailler, passer des heures et des heures et des heures sur Non, nos textes? Est-ce que tu avais imaginé pas ça? du tout.
Non? Bah non, parce que alors oui, j'ai voulu écrire très tôt, je crois que j'avais 17-18 ans, je m'étais dit: «J'écrirai un livre» et bah, après je trouvais pas le courage, les aléas de la vie et cetera, donc j'ai toujours mis de côté. J'avais la trouille de me planter parce que c'était devenu un rêve tellement important que je me disais: «Si je le tente et que j'échoue, ben voilà, c'est horrible, quoi». Donc j'attendais. J'ai une fois essayé, mais je savais pas du tout comment faire. J'ai fait vraiment n'importe comment et voilà, j'ai laissé tomber. Là, ça m'a fait vraiment peur et voilà, c'est pour ça que j'ai attendu, presque 40 ans pour retenter. Hem et là, vraiment, j'ai fait les choses à fond. Je me suis renseignée, j'ai fait des formations, pour savoir comment on faisait parce qu'effectivement, on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et heu et non, j'imaginais pas qu'il y avait, 50 relectures, j'imaginais pas que j'allais douter autant, parce que c'est vrai que le doute, prend une place tellement importante. C'est génial d'écrire et à la fois ça peut être très prise de tête. On est constamment en train de se dire: «Mais ce que j'ai fait, c'est nul». On a la tête dedans, on a la tête dans le guidon, on est tellement dans ce qu'on écrit qu'on perd de vue, presque l'histoire, les on sait plus si ce qu'on fait, c'est logique, pas logique, voilà. Non, j'imaginais pas tout ça. Une aventure incroyable et merci Yann, c'est important d'être soutenu et donc Ouais. ça fait évidemment beaucoup dans tout ça. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer à travers, bah, les thématiques justement de ton roman? Est-ce qu'en écrivant, tu te dis: «Je fais du divertissement» ou bien est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que tu as envie de faire passer? Bah, disons que on est toujours un peu sur, ce hasard qui n'en est pas. Alors peut-être plus dans le premier roman, mais voilà, je me dis qu'il y a toujours des connexions, des choses qui se passent parce qu'elles devaient se passer. Après là, peut-être que ça se ressent moins dans celui-ci, mais ouais, mais parce que moi dans ma vie, je me dis les rencontres que j'ai faites, bah, forcément il y a quelque chose qui m'a amenée là, quoi. Donc ouais, je dirais ça, c'est le hasard qui n'en est pas. Alors le livre, on le disait, il est récent, hein, tu prends la route des salons. Tu étais, et tu en as Oui. parlé tout à l'heure, à Psypolar, notamment au début de ce mois, pour une première édition qui a marqué les esprits, hein. Sandrine, si tu nous écoutes, ça Sandrine, je procure, t'aime! ça procure quoi comme émotion de rencontrer tes lectrices, tes lecteurs dans de beaux événements comme celui-là à Rouffach? Bah, alors je pense que pour un premier salon, parce que c'était mon premier, je pouvais pas vivre mieux, quoi. Même enfin tous les auteurs disaient qu'il était vraiment génial. Sandrine a fait un boulot incroyable, tous les bénévoles, toutes les personnes qui l'ont aidée, enfin c'était parfait et rencontrer les lecteurs, on m'avait dit que c'était vraiment, fantastique, beh oui. Là, j'ai réalisé à quel point c'était génial, quoi. En fait, c'est ça. En fait, jusque-là, j'écrivais pour être lue quand même, mais c'était chez moi, quoi. C'était les avis qu'on a sur les réseaux, sur, Babelio et compagnie, c'est chouette, mais c'est pas pareil que d'en discuter, avec une personne, de vive voix. Non, c'était merveilleux. Puis alors, j'étais bien entourée, Torkel Mora, Bastien Perchet à côté, tous 3 auteurs auto-édités, les autres auteurs, un excellent Christophe Dubourg, un génialissime David Coulon. Il y avait mon idole Vincent Delarue. Voilà, j'ai vécu un moment merveilleux et c'est grâce à cette rencontre avec Sandrine et tu vois, le hasard, je me dis: «Non, sans c'est pas possible, Sandrine, quelqu'un l'a mis là sur ma route». Le génie de la boîte, il est incroyable, c'est pas moi. S'il t'accordait un vœu, tu lui demanderais quoi? Ben, moi, comme je suis une grosse trouillarde, que je suis presque enfin, je suis hypocondriaque un peu quand même, hein. Je dirais, la santé, jusqu'à la mort, quoi. Une mort foudroyante aussi. Je peux avoir un deuxième vœu? Oui, Allez, une mort, foudroyante, voilà, et le plus radicale tard qui ne me fait possible, pas parce que tu as encore des livres à écrire, je te rappelle. oui.